ce qui va être intéressant, c'est qu'effectivement, on est dans les années 95, 16, 17. Bon. Et là, il va y avoir pour moi un phénomène difficile. Heureusement, je suis en psychanalyse depuis des années pour tenir tout, parce que je suis maître de conférence à Clermont-Ferrand, j'interviens dans les centrales nucléaires, enfin j'ai une vie quand même assez... Qu'est-ce que t'as apporté la psychanalyse à titre personnel? Alors la psychanalyse pour moi ça a été vraiment d'abord... oui, ce qu'il faut dire c'est que en tant que sociologue, j'étais extrêmement... par rapport à ma formation, par rapport à René Louraud, qui était mon maître de l'époque, qui lui n'a pas fait de psychanalyse. Par rapport aux psychologues qui faisaient des psychanalyses que je rencontrais ou que je côtoyais, j'étais pas très favorable à l'idée de faire une psychanalyse. Donc c'est vraiment parce que j'en ai ressenti un besoin à un moment donné, pour faire face à la complexité que je vivais, puisque j'étais maître de conférence à Clermont-Ferrand, je faisais des interventions en entreprise, j'habitais Paris, enfin j'avais une vie aussi à Paris, c'était quand même une vie complexe. Et puis c'est le début aussi d'une vie de couple avec un enfant, enfin, etc. Voilà. Donc beaucoup de complexité. Et donc j'avais une amie d'amis qui faisait une psychanalyse et donc j'avais vraiment mesuré toute l'évolution, tout le bienfait que ça lui apportait. Voilà. Donc je lui ai demandé en fait le nom de son psychanalyste et j'ai pas fait de comparaison. Enfin je veux dire, je suis allé chez lui. J'ai eu une première rencontre où il m'a dit de réfléchir et je lui ai dit tout de suite j'ai réfléchi, c'est avec vous. Enfin voilà, je n'ai pas réfléchi, c'est avec vous. Bon voilà. Donc pour moi ça a été, je dirais en termes d'apport, une éthique de l'engagement. Parce que c'était quand même une contrainte très forte, 3 séances par semaine. Ça a duré 7 ans avec ce psychanalyste parce que malheureusement il est décédé très rapidement, en quelques mois. Donc c'était un engagement dans une vie qui était complexe puisque j'étais à Paris, je partais faire des cours à Clermont-Ferrand, il fallait que j'honore ces 3 séances et donc il y avait une séance qui était mobile, c'est-à-dire s'il y en avait une séance en début de semaine, une en fin de semaine, et si je ratais une séance en milieu de semaine, on pouvait la faire le samedi. Bon. Donc une éthique de l'engagement, après la conscience des processus psychiques, c'est-à-dire vraiment la découverte d'un dispositif, quand même, parce qu'une psychanalyse allongée, c'est vraiment un dispositif particulier, dans lequel évidemment on est en relaxation, on regarde le plafond, voilà, on a un psychanalyste dans son dos, donc c'est un dispositif très particulier, qui fait qu'on est totalement concentré sur l'émergence de la pensée, la recherche des mots, les mots pour le dire, trouver les mots, et puis on est traversé d'émotions très violentes par rapport à des situations antérieures. Donc c'est vraiment aussi, pour moi, ça a été l'expérience d'une exploration. C'est-à-dire que si dans ma conduite aujourd'hui de mon accompagnement sociothérapeutique, je sais l'importance de la temporalité. Je l'ai vécu, quoi. Je veux dire, c'est pas en quelques mois, en quelques années même, que l'on modifie un fonctionnement psychique. Voilà, donc c'est un travail, c'est un engagement. C'est aussi l'expérimentation, enfin le vécu de l'articulation entre la vie psychique active et la vie psychique
du sommeil, enfin voilà, l'articulation entre le rêve et la vie. Combien le rêve peut dire des choses, non pas qu'on y lit quelque chose, mais comme point de départ pour dire quelque chose à propos du rêve. Voilà. Donc la prise de conscience du fonctionnement psychique avec toute sa surprise, toute son autonomie, enfin je veux dire que le psychique nous échappe, nous échappe. Donc c'est aussi apprendre à lâcher prise, apprendre à faire confiance aussi, même si j'avais déjà été accompagné, que j'avais connu la confiance vis-à-vis d'un accompagnant. Voilà, c'est ce que je dirais. Pour moi, ça a montré quelle était la richesse d'un travail en profondeur sur soi pour pouvoir prétendre avoir cette posture d'intervenant, de s'autoriser à intervenir dans les organisations, faire face aux situations de la vie sociale, professionnelle, affective. Ça m'a permis de revisiter toute mon histoire. Parce que la première tranche de 7 années de psychanalyse à 3 séances par semaine, c'était du boulot quand même, hein. C'était des heures et des heures chaque semaine. Tu penses que ça a influé ton parcours à un moment donné, la psychanalyse ? Bah écoute, pour moi je suis toujours vivant grâce à ça. Enfin je veux dire, j'imagine pas ma vie sans avoir eu ce dispositif réflexif qui m'a amené à revisiter tout, revoir tout ce que j'avais vécu. Or, à cette époque-là, j'ai une pratique qui vient du fait que, comme j'ai fait cette étude sur les accidents de circulation, comme j'ai présenté ça dans les centres de distribution, j'ai eu une relation forte avec un chef de centre de distribution qui quitte son poste pour prendre un poste à Paris dans les services centraux de marketing stratégique. Là, c'est une énorme responsabilité qui lui tombe sur le dos et j'ai un lien très fort avec... Il veut travailler avec moi. Donc, il me prend comme consultant. Et à cette époque-là, donc le mot coach n'existait pas. Hein. Le mot coach n'existait pas. Et je deviens en fait un accompagnant qui travaille avec lui sur une dimension opérationnelle, puisqu'il est responsable d'énormes projets informatiques dans lesquels, parce que c'était une époque où on pensait que, enfin, des cabinets vendaient de l'informatique en pensant que ça allait, par exemple, qu'on pourrait se passer de faire des enquêtes en créant une population virtuelle, donc qui deviendrait dans un ordinateur et à qui on poserait des questions à l'ordinateur et il répondrait, on n'aurait plus besoin de faire d'études. Voilà. Bon, des grands systèmes. Bon. Donc lui, il est responsable de ça, c'est des très gros budgets, hein, des millions d'euros, et il est seul en fait, enfin, il est relativement seul. Il est dans le service marketing stratégique chargé de l'innovation sur ce plan-là. Et il se trouve donc qu'il me prend comme... Enfin, il veut travailler avec moi, il me prend comme consultant pour préparer ses réunions, organiser des réunions, parce qu'il doit travailler avec le terrain pour avoir l'information, notamment les enquêtes. Comment rapatrier toutes les enquêtes qui existaient, parce que EDF faisait faire beaucoup d'enquêtes. Il y avait des enquêtes un peu partout, qui étaient la propriété de sous-services. Bon, chacun... Comment faire pour rapatrier tout ça? D'abord rapatrier les enquêtes et puis après créer le système informatique qui allait avec ça. Donc il y avait beaucoup de difficultés là, opérationnelles et donc là j'interviens à préparer ces réunions, animer ces réunions avec lui, co-animer dans des climats de tension, voilà, la chose n'était pas impossible mais difficile. Et en même temps il vit un divorce terrible, conflictuel et donc je fais de l'accompagnement individuel. Voilà, donc on a décédé du temps de travail, puisqu'en fait il n'y avait pas de séance à cette époque-là, hein. On facturait des journées ou des demi-journées. Donc on disait, dans les mois à venir, par exemple, on va faire un projet de 12 journées consultants, à temps la journée. Voilà. Bon. Qu'est-ce qu'on allait mettre dans ces journées? On ne savait pas, mais on saurait qu'on aurait plein de boulot.
Et donc, je me mets aussi, pendant ces temps de journée, où on va d'ailleurs manger ensemble, enfin, il y a une forte accompagnement, relation d'accompagnement, et je me mets aussi à travailler sur son histoire, sa dimension personnelle, etc. Donc, en fait, je vais découvrir et créer la posture coach, c'est-à-dire que je vais transposer au niveau individuel déjà tout ce que je sais faire. Voilà. Donc comment accompagner un individu en crise pour qu'il tienne la route et qu'il fasse face à la fois aux difficultés, parce qu'il va s'avérer que les projets proposés par les cabinets informatiques foirent, ne tiennent pas la route, donc il y a des millions en jeu qu'EDF va perdre, donc, dont il est évidemment pas responsable, mais bon, hein, parce qu'on avait pris des précautions, on avait interrogé les plus hauts niveaux de mathématiciens en France, enfin les plus grands experts, qui nous disaient, en fait, peut-être, essayez, peut-être ça marchera, et on ne peut pas prévoir, on n'a pas d'équivalent, mais pourquoi pas, hein. Puisqu'il y avait soi-disant des algorithmes, etc., qui permettraient de... Et donc ça marche. Donc ça, il faut tenir la route dans des projets qui vont être extrêmement difficiles sur le plan, parce que ça ne va pas se réaliser. Il va y avoir des sous-ensembles, mais pas le système complet. Et en même temps tenir sur le plan personnel avec une femme très très difficile. Et donc toi tu l'as accompagnée. Donc c'est un accompagnement. Et là j'entends parler à ce moment-là du coaching. Et moi, à cette époque-là, je fais partie d'un groupe qui s'appelle Psychanalyse et Management, dont j'étais rentré en contact. Et j'avais participé à des réunions, à des colloques, où je parlais de l'intervention, je parlais un peu de l'intervention socio-analytique en relation avec le management, etc. Et donc, dans ce groupe-là, j'entends parler de la création de la Société française de coaching. L'ASF Coach. L'ASF Coach. On est en 1998. Et donc là, je m'y intéresse beaucoup, mais avec beaucoup de résistance. Parce qu'à cette époque-là, le coaching, c'était les dirigeants. Et c'était une vision extrêmement... centré sur la notion, vraiment on voyait l'héritage du sport, c'est-à-dire les dirigeants doivent être considérés comme des champions qui doivent se préparer ou réussir les Jeux Olympiques. Voilà, la performance du champion. Donc moi j'aime pas beaucoup cette approche, mais j'ai l'intuition que, compte tenu de ce que je sais faire dans le domaine de l'analyse de pratique avec les groupes, donc l'analyse de situation dans des groupes collectifs, l'analyse de situation dans les organisations, avec les concepts que j'ai hérités de l'analyse institutionnelle, j'ai l'intuition que je peux faire de l'accompagnement individuel de type coaching. Et ça, il s'écoule combien de temps entre la création de CAP et l'évolution de CAP? Alors CAP, c'est 1984. Oui. Et mon entrée à la SF Coach, à mon avis, c'est je dirais, dans les années 2000, 2003, 2002, 2003, 2000. Voilà. Et donc à partir du moment où tu décides de créer CAP Coaching et de faire de l'accompagnement individuel, que se passe-t-il? Alors, CAP Coaching, ça viendra après. Enfin, je veux dire, oui, moi, quand je rentre, je suis au CAPP. Bon, ah oui, alors, c'est-à-dire qu'effectivement, à un moment donné, ou c'est peut-être avant, peu importe la chronologie, mais effectivement, non mais c'est avant, on a quitté la structure de société pour devenir des travailleurs indépendants associés. Donc on crée le groupe CAP et on dépose le mot, groupe CAP. Donc ça devient un groupe d'individus. Et donc ce qui va me permettre aussi, quand je suis tout seul, de travailler et de facturer en tant que travailleur indépendant. J'ai plus besoin des structures. Donc je suis travailleur indépendant, je fais de l'accompagnement et je vais donc m'intéresser à l'accompagnement individuel. Et mon idée, ça va être de transposer dans l'accompagnement individuel
les grands principes, c'est-à-dire de considérer qu'en fait l'individu est en situation, voilà, il est en situation, il vit ces situations et on va analyser ensemble ces situations pour voir comment transformer par son pouvoir d'action au niveau individuel, hein, c'est-à-dire si je reprends la systémique avec l'idée que le fait qu'un manager, puisque quand même au début c'est plutôt des managers qui a un pouvoir d'action, enfin qui va découvrir son pouvoir d'action, s'il agit, il va modifier l'équilibre du système. Donc la systémique est aussi un point d'appui. Hein. Il y a d'un côté l'analyse institutionnelle, la notion d'intervention, les concepts de dérangement, changement, et, voilà. Et puis d'un autre côté la systémique, qui sont les deux sources. Mais pour développer ma conception de l'accompagnement, autrement que ce que je faisais intuitivement, alors il se trouve qu'en 1999, je rencontre donc, je suis célibataire depuis plusieurs années, et je rencontre Muriel Molinier, qui a été formée, qui elle vient de la didactique des langues, donc qui s'est intéressée à toute la pédagogie, qui a toujours été dans l'innovation pédagogique, en faisant des recherches sur des dispositifs pédagogiques avec la lettre vidéo, enfin des choses très très novatrices à l'époque. En même temps, elle a été formée, en parallèle, elle s'est formée à la sociologie clinique. C'est-à-dire qu'elle veut travailler sur elle-même, et pour travailler sur elle-même, elle rentre dans les séminaires de Vincent sur le rapport à l'argent, le rapport à la honte, le rapport à ceci, le rapport à tout ça. Parce qu'en fait, Vincent, à cette époque-là, a créé ses formations en dehors de l'université, de sociologie clinique, et donc il accueille des gens dans des formations payantes, que les gens payaient eux-mêmes d'ailleurs. Et donc Muriel, donc le lien qui va s'opérer avec Muriel va se faire à la fois, là je la fais rentrer pour travailler avec moi d'ailleurs, pour former des cadres à EDF, et en même temps, puisque je suis en recherche de développer l'accompagnement individuel, voilà, il y a une rencontre intellectuelle qui fait que elle va m'apporter à la fois les dispositifs et les concepts de la sociologie clinique. D'abord sous forme, on pourrait dire, de récits, hein, voilà, de ce qu'elle avait appris, etc. Et après, très concrètement, lorsque je vais, parce que très vite, je vais intégrant la Société française de coaching, je vais être sollicité pour créer intégrer les premières formations universitaires de coach, qui se créent à Paris 8, par Pierre Angèle. Pierre Angèle, professeur à Paris 8, il crée la première formation de coach à l'université, et il va écrire le que sais-je de l'analyse qui s'appelle le coaching, avec Pierre Angèle et Patrick Hamar. Donc ils vont créer, voilà. Et donc je suis sollicité pour participer à cette formation. Donc qu'est-ce que j'ai à transmettre, moi? Qu'est-ce que j'ai à transmettre qui caractérise, enfin, en termes d'accompagnant, parce que là je suis dans la posture de quelqu'un qui doit enseigner l'accompagnement. Et quelle est ma spécificité? Donc ma spécificité, je vais le tirer de ma pratique de l'accompagnement des groupes et de cette chef de projet, mais aussi je suis à la recherche. D'autant que je me pose la question de la formation, que je ne suis pas satisfait de l'évolution de Paris 8 et que j'ai envie de créer ma propre école. Il se trouve que en étant rentré directement au niveau le plus haut à la Société française de coaching titulaire, je suis intégré au conseil d'administration, voilà. Et puis il se trouve qu'il y a une grande décision au sein de la SF Coach de changement, que ça crée une crise. Comme je suis identifié comme un spécialiste de l'intervention sur les situations de crise et conflit, on me propose de prendre la présidence en 2004 d'une association qui est en crise. Voilà, qui est en crise
une crise très grave, puisque la décision, ça a été d'être une association d'accrédités, alors qu'avant, comme dans les autres associations aujourd'hui, il y a les membres accrédités, puis il y a les membres qui rentrent en disant moi je veux être coach, enfin je veux rentrer dans l'association, je paye ma cotisation. Bon. Et donc à l'époque, il y avait 750 membres, dont 120 accrédités. Et donc la décision, c'est d'être une société d'accrédités. Donc on met à la porte 500 et quelques membres, et puis du coup, évidemment, crise financière, parce qu'il n'y a plus de cotisation, il manque 500 cotisations, il faut changer de locaux, licencier les secrétaires, il faut tout changer. Voilà. Donc moi, je prends la présidence de l'ASF Coach. Mais moi, je ne suis pas satisfait de la formation des coachs, telle qu'elle évolue, et donc j'ai envie de créer ma propre école. Et donc là, je vais vraiment travailler je vais regarder les manuels qui sont proposés à l'époque, comment est faite la formation, quelle est l'omniprésence de la PNL dans la formation, ça ne me plaît pas du tout. Je me rends compte que c'est quand même un milieu dans lequel il y a très peu... D'ailleurs, c'était un milieu qui était critiqué par les psychologues, les psychosociologues, etc. Les coachs, voilà. Parce qu'effectivement, c'était des gens la plupart n'étaient non formés sur le plan des sciences humaines et qui se mettaient à faire de l'accompagnement individuel. Voilà. C'est dangereux. À partir de formations PNL, ou superficielles. Bon. Donc moi, je suis à la recherche de créer un cursus de formation, d'autant que je suis sollicité par le fait que je fais des conférences sur le coaching à l'époque, et notamment, je commence à m'installer en Guadeloupe. Et je fais des conférences sur le coaching. Et là, on me dit, le coaching, d'abord, c'est quoi? Donc, je fais des conférences, et puis, ça nous intéresse, il n'y a pas de formation ici, etc. Donc, j'ai une demande de formation. J'avais eu aussi une proposition de formation avant en Martinique qui échoue. Enfin, voilà. Il y avait une première tentative de créer une école en Martinique qui échoue pour des raisons de mauvaise gestion du gars économique et tout ça. Alors qu'on avait, je dis on parce que j'étais allé avec Muriel, on avait fait des entretiens de recrutement, etc. On avait un groupe, mais bon, ça foire. Donc, bon. Et donc il y a l'idée de créer ma propre école, mais pour ça, je me rends bien compte que c'est pas suffisant. Enfin, que je trouve pas dans les manuels qui étaient écrits par des coachs, et donc qui ignoraient la plupart des sciences humaines. Il y en a très peu qui connaissaient les sciences humaines, il n'y avait que 2 coachs qui connaissaient les sciences humaines, Vincent Lénart et puis, donc m'a échappé, bref, un autre. Et puis après, il y aura François Delivray. Bon, il y en a très peu. Et donc moi, je vais, avec Muriel, réfléchir sur comment former les gens. Or, Muriel, elle a une pratique, à la fois, elle a été formée par la socioclinique, elle est enseignante, mais toujours en recherche d'innovation pédagogique, et en même temps, elle va rencontrer à Tours, il se trouve qu'elle enseigne à Tours, enfin dans la région, etc. Elle va rencontrer à Tours ce qui se crée à ce moment-là, qui est le mouvement des histoires de vie. Il y a des gens qui se rassemblent sur l'idée que, en travaillant sur les histoires de vie, ça a un effet formateur, la dimension formative de l'histoire de vie. Donc il y a ce courant-là, qui est très riche, et elle va devenir membre de cette association, même devenir présidente à un moment donné, enfin voilà. Donc elle apporte cette histoire, ces histoires de vie. Ces histoires de vie, en plus, elles sont étayées conceptuellement par Vincent, qui justement, lui, avait créé la sociologie clinique, que je connaissais de nom, mais qui avait des pratiques d'intervention différentes des nôtres, justement en organisation, et que nous on critiquait, parce qu'elles étaient trop peu efficaces et peu intervention. Enfin, on les considérait pas. Bref, peu importe. Mais voilà, et donc Vincent avait créé toute une réflexion sur, avec son livre L'Histoire en héritage, sur justement la puissance du travail de l'histoire de vie dans la construction du sujet.
ce qui va donner après ses livres sur comment devenir enfin, comment est-ce qu'on devient sujet, etc. Donc, elle va, moi, me transférer, je la fais beaucoup, pas je l'interview beaucoup, sur qu'est-ce qu'elle a fait dans les séminaires de Vincent, qu'est-ce qu'elle a appris. Et là, il va y avoir jonction entre ce qu'elle a appris dans le travail de l'histoire de vie et Vincent, notamment avec la notion qui vient d'un courant qui avait été fondé par Henri Desroches, qui est un courant qui a développé une conception de l'accompagnement basée sur la conscientisation du capital intellectuel, pour s'adressant à des gens qui avaient des difficultés ou qui reprenaient des études après des interruptions, etc., ou qui avaient un certain âge, pour leur redonner confiance. Hein. Et donc, elle va me transférer le travail sur ce qui s'appelait le travail sur la biographique. Oui. Et donc, on va créer, nous, ce qu'on va appeler la biographie réflexive, c'est-à-dire l'outil biographie réflexive qui vient de ce courant-là, hein, d'Henri Desroches, qui faisait travailler ces gens qui étaient en sciences humaines sur leur histoire, pour que ce travail sur l'histoire devienne la base de confiance de leur capacité à faire quelque chose. Voilà. Donc, ça va être la premier rapport extrêmement important. Dans tes recherches pour créer le coaching. Pour créer les bases, puisque ça va être le début de l'introduction du travail sur l'histoire de vie. Elle va m'apporter, moi, le travail sur l'histoire de vie individuelle, et pas seulement sur l'histoire de vie des organisations. Etc. D'ailleurs, on parlera dans le prochain épisode aussi justement de tous les outils que vous avez développés. Voilà, parce que c'est après avec elle qu'il va y avoir le schéma socio-biographique. Voilà. Et justement, on reparlera vraiment des outils parce que c'est très très important. Je voudrais parler maintenant de la création de la FAP en 2009. Dès le début de ma pratique de coach, j'avais traduit le terme coaching par accompagnement professionnel personnalisé. C'est ainsi qu'en 2010, nous avons créé la FAP, l'Association française de l'accompagnement professionnel personnalisé, avec Muriel Molinier, Olivier Mine, Charlotte Duda, qui était à l'époque présidente de l'ANDRH, l'Association nationale des directeurs des ressources humaines, Jean-Louis Cressan et Christian Lujan, qui étaient avec moi au bureau de la SF Coach au moment où j'en étais le président. La FAP est une association de recherche sur la question de l'accompagnement et nous avons organisé depuis 2010 et jusqu'à aujourd'hui une vingtaine de conférences filmées, disponibles gratuitement sur le site de la FAP, ainsi que des colloques en partenariat avec d'autres associations, par exemple un grand colloque sur le coaching interne. Autre événement ayant contribué à l'ancrage de la notion d'accompagnement professionnel personnalisé, la publication de l'ouvrage que j'ai dirigé aux éditions Le sujet dans la cité et qui a pour titre « Du coaching à l'accompagnement professionnel personnalisé ». Cet ouvrage est disponible gratuitement sur le site de Cairn, C-A-I-R-N. Ce livre comporte 3 parties. La première traite de l'accompagnement du sujet comme nouveau champ d'intervention sociologique. La deuxième partie traite de la question du coaching interne et de l'éthique de la responsabilité. La troisième partie aborde la question de la réflexivité dans l'accompagnement des adultes en situation de souffrance au travail et en formation. Ce livre et les conférences qui se trouvent dans la vidéothèque du site de la FAP sont devenus de précieux supports de formation de coach, en particulier dans la formation que je dispense. Est-ce que tu peux justement finir sur Cap Coaching, comment ça s'est, et puis aussi la nouvelle posture de sociothérapeute que tu as adoptée dans la continuité? Alors, Cap Coaching, c'est effectivement la structure dont je me sers, mais en fait,
je vais très rapidement, je suis travailleur indépendant. Donc ce sera Cap Coaching, mais à l'intérieur de Cap Coaching, voilà, c'est mon nom, Dominique Jaillot. Et donc ma formation portera mon nom. Et donc là, je vais développer une offre de formation qui va se développer à la fois en Guadeloupe et en métropole. Et donc là, je vais construire une offre avec un parcours que je vais créer, avec un certain nombre de journées, du présentiel, le fait de louer des locaux à chaque fois. Voilà, donc une formation de coach qui va progressivement s'appeler le coaching socio-analytique. Voilà. Mais au début, je suis prudent parce que souvent on me dit qu'est-ce que ça veut dire le coaching socio-analytique, pourquoi utiliser ce terme, on n'y comprend rien, pourquoi pas parler simplement du coaching. Et en une phrase, le coaching socio-analytique, c'est? Alors, le coaching socio-analytique, c'est justement la prise en compte de l'historicité dans le fait de travailler sur un processus, enfin, sur les 3 moments qui vont être au centre de l'accompagnement, c'est-à-dire le passé, le présent et le projet. C'est-à-dire comprendre comment le passé agit sur le présent et comment la possibilité d'atteindre le projet est conditionnée au travail sur la manière dont le passé peut ou non soit être une force d'appui pour construire le projet, soit était ou est un empêchement à s'autoriser à... Donc le revisiter, ça permet de le décomposer et de reconstruire son Voilà, histoire. on va retrouver tout le processus d'analyse des situations, donc des situations qui tout au long de la vie permettent de comprendre ce qui s'est passé, comment ça s'est passé, quel savoir on peut en tirer et comment on peut se transposer ce savoir dans l'ici et maintenant. Avec l'idée que on va travailler toujours sur le passé et le présent en même temps. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas là de copier le travail généalogique que font les psychogénéalogistes, etc. Enfin, il ne s'agit pas non plus d'un travail d'historien, il s'agit d'un travail qui doit sans arrêt venir éclairer le présent. Et donc, notamment avec l'idée que dans chaque séance, on ne travaille pas que sur le passé, on travaille toujours sur l'articulation passé-présent. Et est-ce que tu peux nous expliquer comment tu en viens en parallèle de cette école de coaching à devenir sociothérapeute? Alors c'est après de longues pratiques d'accompagnement, coaching, selon le modèle, en gros d'une douzaine de séances, d'un contrat, des objectifs, etc. Avec des outils que je vais créer, sur lesquels on reviendra, spécifiques. Mais c'est aussi le constat que on a des demandes, enfin que le coaching est à la fois, c'est vraiment une spécificité, puisque qu'est-ce qui va caractériser le coaching? C'est le fait de travailler sur des objectifs avec un contrat écrit, signé, dans lequel ces objectifs vont être écrits au début et dans lequel on met le cadre du coaching, c'est-à-dire le temps, le lieu, l'argent, la déontologie. Voilà. Bon, donc ça c'est un accompagnement spécifique qu'on ne retrouve pas dans d'autres types d'accompagnement. Oui, comme avec un psychologue. Avec un psychologue, on ne signe pas un contrat, avec un psychanalyste, on ne signe pas un contrat, avec des enseignants, on ne signe pas... Enfin, il y a un contrat pédagogique. Il faut rappeler que le coach n'a pas une obligation de résultat. N'a pas une obligation de résultat. Mais comme l'avait revendiqué la psychanalyse, qui disait on n'est pas là pour guérir, voilà... On est là pour permettre à la personne d'advenir à quelque chose. Voilà. Donc finalement, lors de ton cheminement, le coaching se transforme petit à petit en Alors, c'est-à-dire que je me rends compte des limites du coaching, que par ailleurs, j'ai fait quand même, après ces 7 ans, une première psychanalyse qui s'est interrompue avec le décès de mon psychanalyste, alors que je pensais en avoir un peu terminé, mais du coup je me retrouve un peu... Donc je reprends avec un autre psychanalyste dans lequel je ne suis pas très satisfait. En même temps, je vis tous ces bouleversements personnels,
la séparation, enfin, etc. Et en même temps, il y a après, on pourrait dire une refondation avec ma compagne Muriel, avec le début du coaching, etc. Bon, et là, je suis dans une période où je suis en psychanalyse avec la question, est-ce que je confirme le fait que je vais devenir coach et formateur de coach, ou est-ce que j'ai envie de devenir psychanalyste. Mais en fait, ce qui va vraiment me retenir, c'est que j'ai envie aussi de bouger, de voyager, de pouvoir faire mes formations en Guadeloupe. Voilà, j'ai pas envie de rester enfermé dans mon cabinet. Donc le compromis que tu trouves entre tout ça. Alors, donc là, il y avait quand même ce désir d'accompagnement à long terme. Voilà, bon, je ne suis pas psychanalyste, mais en même temps, au bout d'un certain nombre d'années, je me rends compte des limites de l'accompagnement coaching, je me rends compte que quand on arrête, il y a encore du travail. Voilà. Et pourquoi s'arrêter ? Pourquoi s'arrêter ? S'il y a une alliance, s'il y a du projet, s'il y a des objectifs. Et notamment, ce qui va me faire continuer, c'est que j'ai des clients qui, par exemple, que je les rencontre, ils sont à tel poste, et puis au fur et à mesure, ils avancent et ils apprennent de nouvelles responsabilités, de nouvelles situations. Voilà. Que j'ai des clients qui sont étudiants, que je rencontre en deuxième année, ils sont en échec total, qu'avec moi ils réussissent, et que pour devenir avocat tel qu'ils le veulent au départ, il faudra des années. Et donc on a du boulot. Hein. Parce que s'ils étaient en échec, certes je pouvais les aider à réussir leur année, mais au-delà de ça, il y avait un travail de fond à faire qui prenait sa source dans l'histoire familiale, dans les empêchements, les interdits, les conflits de loyauté, voilà, qui avaient été tellement perturbés par leurs parents, qu'il fallait un travail à long terme. Donc c'est pour ça que l'accompagnement va nécessiter la création que moi je vais appeler après socio-analytique, hein, ou socio-analytique ou socio-thérapeutique, parce que évidemment dans le coaching on peut dire il y a un effet thérapeutique, mais comme il y a un effet thérapeutique dans le fait de faire de la danse, du sport, mais sur du court terme, du yoga, alors que la sociothérapie voilà. permet de alors que l'effet thérapeutique, là j'assume la position du thérapeute, et parce que j'ai aussi affaire à des clients pour lesquels il y a une problématique thérapeutique profonde. Qui aurait nécessité, qui aurait pu d'ailleurs fait qu'à un moment donné, il bascule en psychiatrie. Eh bien, écoute, merci Dominique pour cette dernière partie sur ton schéma sociobiographique. Demain, on va revenir en détail, parce que c'est très important, sur tous les outils que tu as créés et co-créés à travers toutes ces années. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose pour conclure ? Non. Merci de ton écoute. Avec grand plaisir et à demain. Voilà, à bientôt.